Clara, Thibaut, bienvenue. Alors vous êtes les deux réalisateurs de ce film. Clara, on commence par vous. Votre partie, c'est le son, c'est ça? Oui, alors du coup on a quasiment tout fait à deux sur ce film et on est frères et sœurs avec deux parcours assez différents mais finalement qui se recoupent bien sur un film comme ça où moi je viens plutôt du son et de l'écriture, un peu du montage. Qu'est-ce que je peux dire? Le son, j'ai vu que Le s- vous étiez formé à la prise de son naturaliste. Qu'est-ce que ça a de particulier, la prise de son pour un film comme celui-là? Pour un film comme celui-ci, c'est assez. Enfin, je trouve que c'est toujours marrant quand on se rend compte qu'un film naturaliste, c'est du son et de l'image, mais séparés, donc désynchronisés. Toute la prise de son qu'on entend dans le film, il n'y a aucun moment qui ont été pris au moment du tournage avec Thibaut. Donc tout a été séparé. Parce que principalement, je pense qu'on peut dire qu'on se gêne sur un tournage, que le son de Thibaut à la caméra, forcément, moi, il va être dans les micros. Mais par contre, je profite de toute l'expérience de Thibaut, des images qu'il a faites, de ce qu'on veut raconter, pour savoir ce que moi, je veux aller chercher derrière. Donc ça va être, on a mis des pièges à son, on appelle ça, on a laissé des micros tourner pendant des nuits entières pour identifier des espèces, mais aussi savoir où c'est qu'on va pouvoir placer le micro au mieux. On a donc mis plusieurs nuits d'affilée, des micros tout en haut des épicéas à côté de là où loge la chouette chevêchette qu'on retrouve beaucoup dans le film. Mais donc c'est des installations de son un peu singulières pour un film naturaliste. Et alors ça veut dire que le gros boulot, il va être au mixage son, au moment où on assemble les deux. C'est là que se finalisent les choses. C'est là où se finalisent les choses. Bon, ça se passe déjà à la table d'avant, déjà du montage, où on va confronter vraiment l'image, le son, mais que normalement on a déjà très très bien anticipé au tournage, où je sais exactement les sons dont on va avoir besoin pour raconter l'histoire qu'on veut. Mais donc à la toute fin, on finit sur le mixage, où on va imbriquer tous ces sons qui ont été faits à plein de moments complètement différents, mais qui d'un seul coup trouvent une nouvelle unité et quelque chose de très cohérent quand on regarde. Et alors de Quand on temps en écoute. temps, on a un froissement d'ailes, de plumes. C'est des vrais sons que vous avez pris sur le terrain. On a essayé d'avoir le plus de sons possible en sachant ce dont on avait besoin. Par exemple, les pièges à sons j'avais plein de sons de battements d'ailes qui étaient très beaux. Mais on se rend compte en effet au moment du montage qu'il manque quelques sons. Avec Laurent Mollard, le mixeur qu'on a vu à l'image, on a fait quelques bruitages sur des tout petits moments. Mais donc c'est assez rigolo comment un battement d'aile, en fait, on a tapé sur un tapis et voilà. Et ça passe bien. Mais dans l'idée, on a essayé d'avoir tous les sons, mais sur quelques images, on a dû compléter. Par exemple, le blaireau aussi. On n'avait évidemment pas pris de son du blaireau qui marche dans l'air, donc on a reproduit ces sons-là autrement. Thibaut, donc c'est vous qu'on retrouve derrière la caméra. On a l'impression que vous tournez à hauteur d'animaux. C'est quoi la première qualité pour parvenir à ces prises de vue? Oui, alors du coup, comme disait Clara, elle est partie sur un cursus scolaire à la base qui était plus littéraire, et puis moi, du coup, je suis parti sur quelque chose de plus scientifique et je travaille à l'année comme ornithologue, ce qui me donne une plutôt bonne connaissance des espèces qu'on a pu filmer sur ce tournage-là. Donc la première qualité, c'est probablement du coup malgré tout la connaissance de ces espèces, et la deuxième, ça va être la patience. Et là, justement, on a eu la chance sur ce tournage d'avoir 2 années pour mener à bien le film. La première année, en fait, on n'a quasiment pas sorti ni les micros ni la caméra. Ça a été une première année de prospection. Essayer de trouver une blaireautière, donc un terrier de blaireau, trouver une loge occupée de chevêchettes, trouver une loge occupée de pics noirs. Voilà, donc c'est beaucoup de temps de prospection avant même de pouvoir sortir la caméra. Vous l'avez dit, il faut de la patience. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment se passe un tournage sur le terrain, un affût? Alors du coup, il y a autant d'affûts différents que d'espèces différentes. Si on prend le tétralyre qu'on voit au début du film, là, cette grosse poule, ce galliforme de montagne noire, là, on va avoir les mâles qui vont se retrouver tous les printemps sur des leks, donc des places de champs où les mâles donc, se retrouvent, les femelles observent autour, et du coup la reproduction, seuls les mâles les plus performants, les plus vigoureux réussiront à se reproduire. Ces places de champs, il y en a certaines qui se transmettent probablement de génération en génération depuis très longtemps, qui sont immuables. De printemps en printemps, les mâles reviennent sur les mêmes places de champs. Donc la première année de prospection, ça avait été du coup de localiser ces places de champs sur la réserve. Et la deuxième année, du coup, ça avait été de filmer. Donc c'est poser la tente le jour avant, donc dormir dans la tente et se faire réveiller au petit matin avant que le jour se lève par les tétralyres. Et puis dès que le jour se lève, on peut appuyer sur on et commencer
à filmer et on repartira, on enlèvera la tente une fois le dernier tétra envolé. Ok, ça demande un petit peu de logistique, un petit peu de patience, une certaine résistance. Est-ce que, moi j'ai une interrogation, il y a plusieurs fois, vous captez le regard des animaux dans ce film. La chouette, le renard, incroyable. On a l'impression qu'ils nous regardent dans les yeux. Est-ce que vous avez été débusqué? Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est lié au fait que vous avez été repéré? Globalement, on essaye justement de pas se faire repérer dans l'idée de ne pas déranger, d'être relativement invisible du coup dans ce paysage-là. Ça arrive que l'animal nous voit ou nous sente, hein. Et c'est le cas au début sur une scène avec le chevreuil. Du coup, on voit le chevreuil qui s'avance. Le chevreuil, il m'avait senti et c'est du coup par curiosité qui s'avance. Et quand l'odeur devient trop forte, on le voit pas à l'image, mais donc il repart. Sur le renard, c'est étonnant, mais le renard, non, à un moment donné, effectivement, il semble regarder dans ma direction. Et en fait, la scène d'après, c'est là, il me regarde, et pourtant, en fait, il regarde probablement l'affût, mais il me regarde pas moi, et en fait, il va continuer ses activités sans être gêné. On vous a accueilli il y a quelques années déjà pour un film sur la Chartreuse, La nature en partage, ça s'appelait. On observait les interactions entre l'homme et la nature. Est-ce que c'est un angle délibéré de vos travaux que d'être là, à cet endroit-là, de l'interaction homme-nature? Je pense que de notre travail, quand on travaille tous les deux, oui, c'est sûr. Après, entre ces deux films, j'ai l'impression que c'est pas exactement la même manière dont on a positionné notre regard, en sachant que le premier film, c'était sur la Chartreuse et donc sur la conciliation des pratiques en montagne avec plein d'acteurs différents. Alors que là, on se retrouvait sur un territoire où forcément, il y avait en fait beaucoup moins d'activités humaines. Bon, il y a une station de ski, certes, mais il y a beaucoup moins de confrontations. Et donc là, on se retrouve, oui, forcément avec le même sujet, quel est notre rapport au vivant, au sauvage, mais là, avec finalement très peu d'humains. Enfin, c'est un film beaucoup plus animalier, avec l'humain presque en arrière-plan. Avec nous, on se disait qu'il fallait essayer justement essayer d'avoir le même regard sur l'humain, le non-humain, chacun ses comportements, avec forcément des thématiques de gestion. Enfin, à chaque fois, les deux films, leur gros point commun, c'est que c'est des films à la base de commandes, de réserves naturelles, et que nous, on voulait quand même essayer de montrer que c'était des choix de gestion d'orienter, de plus ou moins conserver un territoire ou non, et que tout est choix quand même derrière n'importe quel espace. Autant sur un espace naturel qu'en ville, en fait, l'humain est derrière et prend des décisions et oriente un espace. Merci beaucoup Clara, merci beaucoup Thibaut.